À partir du XIVe siècle et pendant 200 ans, l'Europe a été bouleversée par un afflux d'idées novatrices, de nouvelles façons de construire, un nouveau style artistique et de nouveaux modes de vie. Les arts furent transformés par le désir de représenter le monde tel qu'il était et non plus simplement en termes symboliques. Peintures et sculptures illustrèrent des personnages réels, dans des lieux réels, pour la première fois depuis l'Antiquité. Cette période de vitalité artistique exceptionnelle sera connue sous le nom de Renaissance. Autour de la Galerie des Offices, à Florence, une trentaine de niches présentent ces Italiens qui ont fait la Renaissance. Commençons par celui qui déclencha ce courant, Côme. Banquier et homme d'État, Côme fut le fondateur de la dynastie politique des Médicis. Il porta un intérêt très vif à l'art et à la science, et il mettra sa fortune à leur service en tant que collectionneur et mécène. D'ailleurs, tout Florence suivra son exemple, et c'est ainsi qu'il deviendra Côme, le père de la patrie. Le petit-fils de Côme est Lorenzo il Magnifico. Ses contemporains le surnommèrent le Magnifique, non pas par sa beauté physique, mais en se référant au sens ancien du vieux français, signifiant généreux ou prodigue. Il assit son pouvoir par l'enrichissement de sa famille, les Médicis, et de sa banque, par des moyens pas forcément honnêtes. Il fut à l'écoute de brillants érudits, artistes et poètes, et favorisa l'apogée de la Renaissance florentine. Francesco Accorso, c'est un jurisconsulte, c'est-à-dire qu'il conseille les dirigeants de l'Italie du Nord, notamment ceux de Florence. Néanmoins, c'est en Angleterre qu'il deviendra le secrétaire du roi Édouard Ier. Né à Florence en 1454, Amerigo Vespucci était un marchand et un navigateur. Il fut le premier à émettre l'hypothèse que la côte de l'Amérique du Sud constituait un nouveau continent, alors que les navigateurs de l'époque, y compris Christophe Colomb, pensaient débarquer en Inde. C'est le cartographe Martin Waldseemüller qui apposa en 1507 sur sa carte de l'île découverte le nom de America. Mais nul ne savait à cette époque qu'on venait de baptiser un continent qui s'étend de l'Alaska à la Terre de Feu. Giovanni Boccaccio, Jean Boccace en français, c'est un écrivain. Son œuvre la plus connue est le Décaméron. Si Dante est reconnu comme le fondateur de la poésie italienne, Boccace est généralement admis comme le créateur de la prose italienne. Andrea Orcagna est peintre, sculpteur, mosaïste et architecte. Il réalisa le tabernacle d'Orsan Michele à Florence, ainsi que l'autel de l'église de Santa Maria Novella. Benvenuto Cellini, il appliqua la précision de l'orfèvrerie à son travail de sculpteur. Il deviendra célèbre grâce à la délicatesse des aiguières et des vases en argent qu'il fabriqua pour le pape Clément VII. Après de nombreuses péripéties, un meurtre, quelques mois de prison et une jambe cassée, il se retrouve à la cour du roi François Ier, pour qui il réalise son chef-d'œuvre d'orfèvrerie, une salière en or d'une très grande finesse. De retour à Florence, il crée Persée brandissant la tête de Méduse, une sculpture en bronze d'un incroyable réalisme. Donatello. En 50 ans de progrès constant et d'autocritique permanente, il réussit à bouleverser l'art de la sculpture. Ses œuvres s'imposent par leur occupation de l'espace et par le rendu des attitudes et des expressions du visage. Remarquables par leur grâce, leur dessin et leur beauté, ces œuvres furent jugées les plus proches des meilleures productions de l'Antiquité. Dante Alighieri
est le premier grand poète de langue italienne et son livre, La Divine Comédie, est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature. Également homme politique et haut magistrat de Florence, son opposition à la politique d'ingérence du pape Boniface VIII lui attira condamnation, confiscation de ses biens et enfin bannissement de la ville de Florence. Il mourut à Ravenne et y repose encore. Farinata degli Uberti est un aristocrate et un chef militaire. Pendant les luttes de pouvoir à Florence, il était le chef des Gibelins, parti des antipapes, contre les Guelfes. Farinata fut considéré comme hérétique car il ne croyait pas à une vie après la mort. D'ailleurs, son corps et celui de son épouse furent exhumés et brûlés, ce qui constitue une exécution à titre posthume. Francesco Guicciardini, en français François Guichardin, est diplomate florentin ainsi qu'historien. Son livre, Histoire d'Italie, eut un retentissement dans l'Europe entière, car il innove en mettant l'accent sur les causes des principaux événements historiques de son époque. Francesco Ferrucci, c'est un militaire et un condottiere de la République de Florence. Il personnifie la résistance à l'empereur Charles Quint lors du siège de la ville au cours duquel il fut blessé, puis fait prisonnier et finalement assassiné. Emblème de l'orgueil national, il est cité dans l'une des strophes de l'hymne italien pour sa bravoure. Francesco Petrarca, en français Pétrarque, est poète et humaniste. Avec Dante, il compte parmi les premiers grands auteurs de la littérature italienne et fut porté au nu par tout ce que l'Occident comptait de lettrés. Francesco Redi est médecin comme son père, mais avant tout biologiste. Il étudie les insectes et les parasites, et il démontre que l'apparition des vers dans les cadavres n'est pas un phénomène de génération spontanée, mais que les vers naissent des œufs pondus par les mouches. Galileo Galilei. Astrophysicien, Galilée posa les fondements des sciences mécaniques. Il améliora la lunette astronomique et permit pour la première fois à l'œil humain d'étudier de près la Lune, les taches solaires, les planètes et les satellites de Jupiter. Ardent défenseur de l'héliocentrisme de Copernic, selon qui les planètes tournent autour du Soleil, il s'est vivement heurté aux critiques de l'Église romaine et à celles des partisans du géocentrisme qui considèrent que les planètes tournent autour de la Terre. Il est considéré comme le père de l'observation astronomique et de la physique moderne. Giotto di Bondone, sculpteur, architecte et peintre, dont les œuvres sont à l'origine du renouveau de la peinture occidentale. Un des maîtres du courant artistique de la pré-Renaissance, il sera le premier artiste dont la pensée et la vision du monde aidèrent à construire l'humanisme, mouvement qui place l'homme au centre de l'univers et le rend maître de son propre destin. Comme architecte et sculpteur, Giotto a laissé à Florence le campanile de la cathédrale, un monument d'une élégance et d'une harmonie incomparables. Giovanni delle Bande Nere, ou Jean des Bandes Noires, est condottiere, donc chef d'armée de mercenaires, pour la famille des Médicis. Il sera engagé dans la garde pontificale et lors du décès du pape Léon X, Giovanni fera noircir sa bannière qui, à l'origine, était blanche et violette, d'où son surnom Jean des Bandes Noires. Il eut un fils, Côme Ier, qui réalisera la Galerie des Offices, où nous sommes actuellement. Jusqu'à l'arrivée de Guido Aretino d'Arezzo, la musique se transmettait oralement et les maîtres de musique ne pouvaient s'appuyer que sur leur mémoire, parfois défaillante. Guido développa une méthode d'enseignement de la musique et jeta les bases de la notation moderne sur portée musicale. Pour nommer les 6 notes de son invention, l'hexacorde, ancêtre de la portée, il utilisa les premières syllabes d'un chant religieux latin, l'hymne à Saint Jean-Baptiste. Ce sera l'origine des notes de musique.
Il est une époque où l'on pouvait tout apprendre et presque tout savoir. Ce fut le cas pour Leon Battista Alberti, qui eut tous les talents de la Renaissance. Écrivain, philosophe, peintre, architecte, sculpteur et humaniste. On retiendra entre autres sa théorie sur la perspective. À Florence, il compléta la façade de la basilique Santa Maria Novella par un tympan triangulaire flanqué de 2 volutes marquetées pour dissimuler les toits inclinés des nefs latérales. Nicolas Machiavel, philosophe, mais surtout un théoricien de la politique, de l'histoire et de la guerre. Machiavel est aujourd'hui encore présenté comme un homme cynique, dépourvu d'idéal, de tout sens moral et d'honnêteté, ce que définit l'adjectif machiavélique. Or, ses écrits montrent un homme politique avant tout soucieux du bien public, qui cherchait à donner à la République de Florence la force politique qui lui manquait, à une période où, paradoxalement, elle dominait le monde des arts et de l'économie. Leonardo da Vinci. Ah, voici un homme qui pouvait avoir toute la connaissance de l'époque. Léonard de Vinci est un homme d'esprit universel. Un peintre, un artiste, un scientifique, un ingénieur, un inventeur, un anatomiste, un architecte, un urbaniste, un botaniste, un musicien, un écrivain, un poète, un philosophe. Il serait trop long de développer tous les talents de cet homme. Apprécions simplement le tableau qui le rendit célèbre dans le monde entier, la Joconde. Nicola Pisano fut le rénovateur de la sculpture italienne. Son œuvre, de style gothique classique, adopta avec plusieurs siècles d'avance sur le reste de l'Europe le style de l'Antiquité grecque. Paolo Mascagni, médecin de la fin du XVIIIe siècle, il s'intéressa aux sciences naturelles, puis devint un professeur d'anatomie réputé. Pietro Antonio Micheli est un botaniste et un mycologue. Il réussit à prouver que les champignons se reproduisent par les spores, à contrario des croyances de l'époque qui pensaient à la génération spontanée. Condottiere du XVe siècle, Pierre Caponi sera nommé chef de la République florentine et se révélera homme d'État avisé. Également militaire, il sera tué en 1496 pendant le siège du château de Soiana. Michelangelo Buonarroti, peintre, poète, sculpteur et architecte, Michel-Ange est un personnage qui ne réalisa que des chefs-d'œuvre. On reste admiratif devant toutes ses réalisations. David et Moïse pour les statues, le plafond de la chapelle Sixtine ou le Jugement dernier pour la peinture, ou encore le dôme de Saint-Pierre de Rome pour l'architecture, sont quelques-unes de ses créations universellement reconnues comme des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. La Renaissance fut pour l'Italie une période d'extraordinaire fécondité. Malgré l'instabilité politique, la passion de ses habitants pour l'art rendit possible l'épanouissement d'une pléiade de talents qui rayonnèrent sur toute l'Europe.